Tout de suite, le grand débat d'actualité des Voix de l'Info. Programme ce soir, maisons de retraite, hôpitaux, prisons, les revendications et les crises s'accumulent pour le gouvernement. Les situations ne sont pas nouvelles, bien sûr, mais les foyers de grogne et de tension se multiplient, en particulier autour de la prise en charge des personnes âgées et dépendantes avec la mobilisation du jour. Le débat sur ce sujet est à suivre. Dans l'actualité également, des zones d'ombre de plus en plus importantes et troublantes autour du mari d'Alexia Daval. Des éléments qui mettent mal à l'aise la défense de Jonathan Daval. Nous parlerons de ces dernières heures de garde à vue, plus largement d'ailleurs d'un sujet autour des médias et de ces affaires et faits divers qui sont très médiatiques. Et puis à partir de 18h30, notez-le, le grand entretien, je vous propose un témoignage en direct sur le sujet sensible du retour des djihadistes français. Notre invité est frère de djihadistes, beaucoup de questions évidemment à lui poser sur un sujet qui inquiète et qui alarme. Mais d'abord, vos réactions avec le hashtag Les Voix de l'Info. Et pour nos débats, je suis justement entouré des Voix de l'Info. Frédéric Dabi, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Directeur général adjoint de l'IFOP. Nous accompagne Claire Ruel, bonsoir. Bonsoir. Spécialiste de communication, fondatrice de l'agence Le Board. Alexandre Devecchio est avec nous, bonsoir. Bonsoir. Journaliste au Figaro, Figaro Magazine et en charge en particulier du Figaro Vox. Et pour ce premier débat, on accueille Pierre-Henri Tavaillot, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes philosophe spécialisé dans les âges de la vie. Avec nous également Frédéric Bizard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes économiste, spécialiste en protection sociale et plus généralement dans le domaine de la santé. Alors les maisons de retraite ou les EHPAD, la crise, on l'a dit, n'est pas nouvelle, mais les foyers de tension et de malaise se multiplient. On l'a vu aujourd'hui, on l'a vu autour de la prise en charge des personnes âgées, des différents témoignages. Et justement, parce que les témoignages ont une force particulière, on va écouter le témoignage d'une aide-soignante à Marseille. Elle est aide-soignante depuis plus de 16 ans. C'est un sujet de Stéphanie Rouquier. Un quotidien de plus en plus intolérable. Depuis 17 ans, Sophie est aide-soignante en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Aujourd'hui, elle témoigne pour mettre au jour ce qu'elle appelle son travail à la chaîne. Dans son service, il y a 7 aides-soignantes pour 82 résidents. L'après-midi, c'est encore plus catastrophique puisqu'on est une AS pour 20 résidents pour le goûter, le coucher, l'échange, et on n'y arrive vraiment plus, quoi. On court, on laisse même des fois, on oublie des personnes âgées sur les toilettes parce qu'on est appelé dans une autre chambre où il y a une urgence, il y a quelqu'un qui est tombé. Nous, on les fait manger comme on peut, chacun la queue leu, on les bourre et voilà. Et ils arrivent à manger quand même tous les jours ? Des fois, non, on n'arrive pas à les faire tous manger, ça arrive. Elle ne supporte plus de participer à cette maltraitance. Discuter, donner la main ou réconforter les résidents, impossible, faute de temps. Avec ses collègues, elles essaient de donner à chaque résident une douche par semaine, mais ce n'est pas toujours réalisable. Les nerfs à vif, les arrêts maladie s'enchaînent. Et on est dans un cercle vicieux, si vous voulez. On n'a aucune reconnaissance, on a un salaire de misère et on s'en est rappelé constamment parce qu'il y a un arrêt, on est rappelé sur les congés, sur les RTT, sur tout ce que vous voulez, quoi. Sophie ne répond plus à ses appels, épuisée, écœurée. Depuis des mois, elle envisage une reconversion professionnelle, mais espère que le gouvernement réagira avant. Alors les témoignages s'accumulent, ils sont terribles, ils sont dégradants, mais si on prend un peu de recul, et c'est pour ça qu'on est ravis de vous avoir, Pierre-Henri Tavaillot, vous êtes également philosophe et spécialiste dans les âges de la vie. Quelles leçons on tire de tout ce que l'on voit là ces jours-ci ? Évidemment, la situation n'est pas nouvelle, mais on prend, j'allais dire, en pleine face ces témoignages et ces revendications. Non, c'est un métier qui est extrêmement difficile parce que, oui, on admire déjà les gens qui travaillent dans l'éducation, mais dans l'éducation, si je puis dire, il y a la promesse de l'aube, c'est-à-dire on sait qu'il y aura un avenir. Là, la grande difficulté, c'est qu'on les personnes sont confrontées à une absence de promesse du crépuscule, si je puis dire, et donc c'est des métiers qui sont extrêmement difficiles, avec des rythmes extrêmement compliqués, et effectivement avec des structures qui sont relativement inadaptées globalement, parce qu'il y a des EHPAD qui sont très, très bien faits, très bien pensés. C'est important de le rappeler. Enfin, tout n'est pas dans une logique. Mais si vous voulez, quand on dit est-ce que la France abandonne ses aînés, comme c'est le titre de votre reportage, je pense que ce serait le cas s'il y avait une indifférence totale. Or, précisément, on n'est pas indifférent à cette question. C'est peut-être une question, d'ailleurs, la question qui angoisse le plus les Français aujourd'hui. Est-ce que ce n'est pas quelque part, Frédéric Bizard, j'allais dire presque le retour du bâton ? Il y a une volonté quand même de prolonger la vie, l'espérance de vie. On a quand même investi dans les maisons de retraite. Il y a eu différents plans, il faut le reconnaître. Certainement pas à la hauteur quand on voit le résultat aujourd'hui. Mais est-ce qu'il y a un manque aussi d'ambition, de volonté politique au sens large par rapport à ce sujet ?
Sur un plan politique, on peut dire qu'on a quand même depuis quelques années abandonné en partie ce sujet-là des aînés. C'est d'autant plus regrettable que je dirais que s'il y a une chose qu'on peut planifier longtemps à l'avance, c'est bien quand même l'évolution de la dépendance avec ses sous-jacentes. C'est vrai dans tous les sujets économiques, mais c'est encore plus vrai en économie de la santé et de la dépendance. C'est qu'il faut regarder les évolutions démographiques. Aujourd'hui, on a à peu près 1 250 000 personnes dépendantes. On sait qu'en 2030, on aura à peu près 1 550 000 et puis on peut même se projeter jusqu'à 2060, même si les évolutions, c'est très protéiforme. On connaît mal les déterminants de la dépendance. On voit qu'il y a plutôt un ralentissement du nombre de personnes qui ont Alzheimer. On rentre dans la dépendance plus tard, donc il faut être prudent. Mais enfin, on connaît les évolutions. Alors, autant sur les sujets de santé sanitaire plus pure, j'évoque toujours la question que ce n'est pas une question de moyens, mais une question d'efficience. Il faut restructurer. Autant là, il y a un premier problème qui, depuis 3 ans, il y a un manque de dotation flagrant, c'est-à-dire qu'on est sur une évolution, notamment des dépenses de soins pour les personnes âgées, qui augmentent à peu près de 2 à 3%, alors que les besoins sont vraiment de 4 à 5%. Donc ça se retrouve, parce qu'on est dans un cercle vicieux dont il va être assez difficile de sortir, parce qu'on voit qu'on a une surcharge de travail sur les soignants, sur les aides-soignantes, avec des taux d'absentéisme qui sont importants. On est à 12%. Un taux d'absentéisme qui est supérieur au BTP. Parce que, notre philosophe l'a dit, ce sont des tâches qui sont très lourdes. Donc, si vous voulez, on est dans un cercle vicieux avec une dégradation dans un grand nombre d'EHPAD qui est très importante. Bon, donc... Oui. C'est pas en saupoudrant avec des millions d'euros comme on le demande, parce que de toute façon, ceux qui sont en grève demandent des milliards. Parce que eux, mais pardonnez-moi, c'est pas compliqué pour le gouvernement quand même. Ils viennent d'arriver, ça fait quelques mois. Est-ce qu'il faut leur reprocher un manque de vision et d'ambition sur un sujet qui traîne depuis tant d'années ? Bien sûr que c'est pas ce gouvernement-là qui est fautif ou qui n'est pas plus fautif que les gouvernements précédents. Mais enfin, gouverner, c'est prévoir. Il est clair, quand on arrive au pouvoir, on doit prévoir. Encore une fois, il n'y a aucune surprise dans ce dossier-là. Et bien sûr qu'on ne peut pas mettre les milliards qui sont demandés et qui sont probablement nécessaires. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est donner une vision long terme, en ayant un plan véritablement dépendance qui intègre les EHPAD. Mais les EHPAD sont une petite partie de la problématique. Oui, c'est important. Je vais vous laisser réagir, mais puisque vous parlez de saupoudrage, on va quand même écouter ce qu'a proposé tout à l'heure. C'était à l'Assemblée. Vous allez réagir, Alexandre Devecchio, la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, dans un contexte un peu chahuté à chaque fois qu'elle va proposer en fait les millions dans tel ou tel secteur. On l'écoute. Pour améliorer la qualité de vie des personnels travaillant dans les EHPAD, nous avons mis en place une commission en septembre 2019 qui doit nous faire des recommandations quant aux carrières et à l'attractivité des carrières professionnelles dans les EHPAD. Enfin, nous avons alloué une enveloppe particulière de 50 millions d'euros dédiée à accompagner les EHPAD en difficulté. Cette enveloppe sera à la main des ARS et permettra d'accompagner les EHPAD qui auront besoin de personnel supplémentaire. Nous avons également favorisé la télémédecine dans les EHPAD par des enveloppes allouées spécifiques. Nous avons ajouté 10 millions d'euros pour la création de postes d'infirmières de nuit. Elle a du mal, à chaque fois c'est contesté, pour un sujet qui devrait être consensuel, au contraire. Oui, alors je ne sais pas d'où vient la contestation. Moi, ce que j'aurais agi en l'écoutant, j'ai vraiment l'impression, malgré tout, d'une cotère sur une jambe de bois. C'est peut-être aussi pour ça que les réactions sont virulentes. Il est question de la qualité des soins, il est question aussi de la dignité des personnes. Je crois que les personnes âgées aujourd'hui dans notre société font partie de cette France silencieuse, des laissés pour compte qui n'ont pas forcément de syndicats ou d'associations pour s'indigner à leur place. Et effectivement, on les oublie. On dit gouverner, c'est prévoir. Il y avait cette fameuse journée de solidarité. On a supprimé le lundi de Pentecôte, normalement pour financer une partie. Voilà. Et ce n'est pas fait puisque le gouvernement se sert là-dedans pour des dépenses courantes. On peut ajouter que ce gouvernement vient de taxer les petits retraités, 1 200 € sur la CSG. Alors peut-être qu'une partie de cette taxe pourrait aller, de ces impôts pourrait aller justement à la protection sociale, mais on va encore faire payer des impôts à des gens qui sont fragiles et qui iront peut-être demain dans les EHPAD parce qu'ils n'ont pas les moyens de se payer les maisons de retraite les plus chères. Donc je comprends il y a un également peu des l'énervement, même Pardonnez-moi, si c'est pas forcément une question de moyens en fonction des EHPAD. On voit que même dans les EHPAD où vraiment il y a davantage peut-être en tous les cas de moyens qui sont demandés, eh bien ce n'est pas davantage respecté en termes de dignité. Est-ce que c'est le cas ? On ne peut pas dire que c'est en fonction des moyens des gens. Voilà, il y a le critère de distinction, pour avoir visité beaucoup d'EHPAD, c'est vraiment disons, les EHPAD dans lesquels on voit qu'il y a une volonté de considérer
les patients comme des sujets à part entière. C'est-à-dire même des gens qui n'ont plus, disons, l'attribut de l'adulte, qu'ils ont perdu le lien, le rapport à eux-mêmes, etc. Il y a malgré tout une volonté indéfectible de les considérer comme des sujets à part entière. Donc c'est ça le vrai critère, au-delà des installations. Évidemment, les installations sont liées, mais au-delà de ça, c'est vraiment une philosophie qui est présente dans les EHPAD. Et encore une fois, j'insiste beaucoup sur le fait que beaucoup de réseaux d'EHPAD sont animés par cette réflexion, avec des groupes de pratique, donc c'est pas un abonné. Mais je voudrais dire un autre point sur les questions d'investissement à long terme, parce qu'il faut être extrêmement prudent. Aujourd'hui, nous avons des aînés, des vieux, prenons le mot, qui sont dans cet établissement. C'est pas tabou, hein. Oui, parce qu'on sait être senior. Il vaut mieux dire les etc. choses, d'ailleurs, oui. Qui sont, d'une certaine façon, surpris doublement. Ils sont surpris de vivre aussi longtemps et de vieillir seuls. Voilà, ça c'est une vraie surprise. Il ne faudrait pas qu'on fasse des investissements publics sur la base de cette génération-là, sans voir que les vieux de demain auront des attitudes d'une certaine façon différentes. Il y a des anticipations d'acteurs. Nous sommes prévenus que nous allons vieillir longtemps et que nous allons vieillir seuls. Certes, mais il ne faut pas que la vieillesse ressemble à des années de souffrance. Et c'est ce qui fait Frédéric Dabi, dans les sondages, dans les enquêtes que vous menez, je ne sais pas si vous les interrogez sur ce sujet qui nous concerne tous, est-ce qu'il y a un attachement, une sensibilité particulière à ce sujet? Parce qu'il évoque évidemment des moments forcément douloureux. Oui, c'est vrai qu'il y a un attachement, il y a un intérêt, ça nous concerne tous. C'est un sujet qui inquiète énormément les Français. On avait réalisé une enquête pour le CINERPA au moment d'un colloque, on s'était rencontrés sur le vieillissement. Et c'était intéressant de voir que le regard sur les EHPAD n'était pas si mauvais. Les Français avaient plutôt une bonne opinion des EHPAD. Ceux qui avaient été confrontés directement de par un proche avaient plutôt un regard relativement nuancé, mais très très clairement, pour une majorité énorme de Français, ce n'était pas la solution préférée. La solution de préférence pour soi et pour son proche, c'est pas une surprise, mais c'est massif, à 90%, c'est le maintien à domicile. C'est ça qui est l'attente majeure des Français. Alors parfois, bien sûr, ce n'est pas possible. Alors quand on parle de télémédecine, tout ce qu'a annoncé la ministre, mais ça fait en fait effectivement saupoudrage, ça va dans ce sens. C'est le maintien à domicile, et quand c'est pas possible, des résidences seniors de luxe. Et là, il y a une question de pouvoir d'achat très forte. Vous parliez, Alexandre, du regard des retraités qui, pour l'instant, paradoxalement, ça serait peut-être un poison lent pour le gouvernement, n'ont pas décroché suite à cette annonce concernant la CSG, parce qu'elle était comme un mantra dans le programme présidentiel d'Emmanuel Macron, et ça a été fortement communiqué. Et puis, ce qu'on voit dans les EHPAD, ce qu'on voit dans les prisons, ce qu'on voit dans les hôpitaux, et là on pense fortement à Goffman, à Michel Foucault, toutes ces structures d'enfermement, c'est un mal-être des personnels, avec maintenant non pas des burn-out, mais des brown-out. Le sentiment chez ces personnes qui travaillent dans les EHPAD que leur travail n'a pas de sens, comme a dit la personne. Elles ont tellement de choses à faire qu'elles ne voient plus l'intérêt. Et c'est là où il y a la crise. C'est là une rencontre de souffrance de la part des patients, des personnes, des vieux, et puis un mal-être absolument extraordinaire qui sort comme ça ponctuellement dans l'actualité, des gardiens de prison, des personnes qui travaillent dans les EHPAD et dans les hôpitaux. C'est intéressant de savoir comment il sort, et ça je m'adresse à vous, spécialiste en communication, Anne-Claire Ruel, avec ce hashtag « Balance ton EHPAD », il y a eu « Balance ton hôpital », etc. Et quand on lit, moi c'est ce que j'ai fait, j'ai vu sur ma timeline et j'ai lu tous ces témoignages, on voit bien que c'est des cris du cœur, on voit bien qu'il y a une envie tout simplement de dire voilà ce qu'on vit, pas simplement pour avoir des moyens humains, mais pour avoir la reconnaissance d'un métier difficile. Et ça rejoint, c'est ce que vous disiez, les débats que nous avions eus sur les prisons, sur les hôpitaux, etc. Bien sûr, bien évidemment, parce que on est dans un registre émotionnel, on est dans un registre du témoignage, et donc forcément ça touche l'ensemble de l'opinion publique, d'autant plus qu'on est effectivement une société qui est vieillissante. On voit toutes ces crises, en fait, toutes ces crises qui sont des crises qu'on pourrait qualifier de catégorielles, forment finalement une forme de crise systémique. Et on a un philosophe sur le plateau, on pourrait même s'interroger sur une forme de dialectique de l'un et du multiple, d'une certaine façon. C'est qu'on est poussé à une forme d'individualité, justement, de se prendre en main, etc. Et puis finalement, nous voici confrontés
à une crise qui demande une réponse collective. Quelle société on veut pour demain? Comment construire un avenir collectif au-delà du saupoudrage économique, 30 millions par ici, 50 millions par là. Tant qu'on n'a pas de grand plan de dépendance, l'opinion publique restera sans doute sur sa faim. Et c'est surtout une forme de méta-risque d'opinion, parce que vous voyez bien qu'il ne s'agit pas que d'un seul sujet qui peut être vu sous l'angle politique, financier, économique. C'est aussi un sujet sociétal. Bien sûr. Et il y a des enjeux fondamentaux civilisationnels. Mais justement, vous avez parlé de la responsabilité, Frédéric Bizard. Là, on parle beaucoup de plans, de moyens, de millions. Il y a la responsabilité de l'État. Et on le disait déjà hier sur ce même plateau, il y a la responsabilité des citoyens, de nous tous, justement. Est-ce qu'il y a, des alternatives entre le maintien à domicile et puis l'établissement pour l'indépendance? Est-ce qu'il faut imaginer d'autres solutions? C'est à nous-mêmes de les imaginer. Alors, l'État a comme responsabilité de construire un système de gestion de la dépendance. Il faut savoir qu'on a un système de retraite, qu'on a un système de santé, qu'on a un système d'assurance chômage. On n'a pas un système de dépendance. Il n'y a aucun plan national, il n'y a aucune stratégie nationale liée à la dépendance. D'où ce saupoudrage, d'où des politiques sur le plan national qui essaient de gérer la crise, jusqu'à la prochaine crise. Bon. Donc, ce qui a été dit est important, c'est-à-dire d'avoir une réflexion politique et sociétale. Est-ce qu'on veut un système de dépendance qui rentre dans notre modèle social classique, solidaire, égalitaire, et qui respecte la liberté des personnes? Il y a un point fondamental, c'est que pendant la dépendance, comme pour l'ensemble de la gestion des autres risques sociaux, il faut une recherche d'autonomie. Ce qu'on appelle la dignité de la personne, c'est respecter le reste d'autonomie qu'elle peut avoir. Donc il faut un système qui soit personnalisé, qui soit adapté à chaque individu. Et en matière de gestion de l'autonomie, ça passe par des ressources humaines. On peut parler de nouvelles technologies à l'hôpital, on peut parler de... Enfin, dans les EHPAD, ça reste quand même beaucoup une question de ressources humaines. Donc, je suis d'accord avec cette... Attention, n'investissons pas à tort et à travers, mais d'abord, construisons un système, parce que là, il y a un choix politique. Là, c'est l'État qui, en effet, doit aussi prendre en compte qu'il faut créer d'autres... Parce qu'en France, c'est binaire. Soit vous êtes au domicile, soit vous êtes à l'EHPAD. Dans la plupart des autres pays qui ont travaillé depuis longtemps, il y a des alternatives. Il y a des résidences intergénérationnelles. Il y a des choses qui sont faites dans les pays du Nord qui ont travaillé sur ces questions-là avant et qui permettent, parce que c'est une question de service. On peut déployer des services pour les seniors, autre part que dans des établissements qui sont forcément très coûteux pour la collectivité, qui sont les établissements très médicalisés. Donc voilà, il faut une réflexion. Mais c'est important ce que vous dites, la réflexion sur l'autonomie, parce qu'il y a la vieillesse et puis il y a l'autonomie. Et vous allez nous parler de ça. Je voudrais juste qu'on écoute. C'était tout à l'heure là, les manifestants, ces personnels soignants qui s'expriment d'abord pour eux, pour le mal-être, mais également pour ceux qui ne peuvent pas être dans la rue, c'est-à-dire les personnes qui sont justement dans ces EHPAD. Une aide-soignante, une AVS, une AMP sont payées quasiment au SMIC. Donc bien évidemment qu'on demande en revendication première aussi la revalorisation salariale de ces salariés-là. On manque énormément de moyens financiers et de moyens humains. Au niveau par exemple, du travail de nuit, on manque totalement cruellement de salariés, sachant que pour 79 résidents, seuls, d'une moyenne d'âge de 88 ans, on a une auxiliaire de vie et une aide-soignante. Donc ce qui fait que c'est très 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 limité, sachant que c'est un moment de la journée où les résidents sont le moins bien. C'est la nuit, ils sont pas bien, voilà. Donc il faut être très proche d'eux, il faut les aider. Psychologiquement, c'est très très dur. Voilà pour la palette de revendications. Pierre-Henri Tavaillot, la vieillesse, elle change, elle évolue. Et vous, justement, vous êtes spécialiste dans les âges de la vie. Il faut savoir l'accompagner. Et pour ça, il faut changer parfois de logiciel, puisqu'on n'évolue pas de la même manière et la vieillesse change. Oui, mais d'une certaine manière, vieillir est un vieux problème philosophique. N'est-ce pas, c'est pas nouveau. Et même vieillir très longtemps. Mais ce qui caractérise notre époque, c'est qu'effectivement, la vieillesse s'est allongée et est devenue plurielle. Et sous ce mot-là, on définit en fait trois réalités. Il y a une première vieillesse, qui est la vieillesse, j'allais dire, rêvée, presque une nouvelle adolescence. C'est le moment où on est âgé sans être vieux, c'est la retraite. Ceux qu'on appelle les seniors, eux, ils sont bon pied, bon oeil, ils sont repartis, ils n'ont jamais été aussi occupés depuis qu'ils sont à la retraite. J'allais dire, c'est vraiment un nouvel âge de la vie, fruit de l'État-providence, et c'est une nouvelle conquête. Ça, c'est la fausse vieillesse, si je puis. Après arrive la deuxième vieillesse, celle où on est animé par deux syndromes, le syndrome du glissement et le syndrome du rétrécissement. Le glissement, c'est de plus en plus difficile de remonter la pente après un petit pépin, après un petit accident. Et le rétrécissement, c'est le sentiment que le monde se rétrécit, que voilà, le monde nous abandonne, il continue sa route sans nous, et c'est
terrible, mais voilà, c'est la vieillesse. Mais on est encore dans une logique d'autonomie, même si c'est plus dur. Puis il y a cette troisième vieillesse qui, évidemment, devient une réalité beaucoup plus importante, ce qui est la vieillesse à laquelle on veut tous échapper, c'est la perte de l'autonomie. Et c'est ça qui est vraiment terrible, parce que nous sommes des individus. Pendant toute notre vie, nous avons décidé de nous construire comme étant des individus, comme étant expérimentés, comme étant responsables, comme étant autonomes, comme étant authentiques. Et puis à un moment, tout ça se détricote. Et c'est vrai. Comment continuer d'être autonome quand on ne l'est pas? Eh bien, la seule manière, c'est que les gens qui nous entourent continuent à nous considérer comme tels. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, le vrai critère de la maltraitance, c'est quand effectivement l'environnement cesse de considérer les patients comme des personnes pour les considérer uniquement comme des objets. Donc c'est le vrai défi. Toutes les dimensions de ce sujet, de ce problème. Et je reviens à la dimension politique, Alexandre Devecchio. Il est vrai qu'on peut dire qu'il y a en ce moment des revendications catégorielles, en tous les cas des crises qui se rejoignent, des crises latentes, les prisons, les hôpitaux, les EHPAD. On peut ajouter le mal logement avec les chiffres aujourd'hui de la Fondation Abbé Pierre. On a l'impression que ça craque en même temps. Ça ne date pas de quelques mois, quelques années, mais on a l'impression qu'il y a quand même un phénomène qui accompagne tout cela. Et la question qui se pose, c'est où est le penchant sur ce sujet-là social d'Emmanuel Macron? Le président est attendu sur ces sujets qui nous touchent au cœur. Oui, et je ne suis pas sûr qu'il en est. Déjà, on voit que la fiction du nouveau monde est en train de s'évaporer et qu'on est effectivement dans le retour au réel. Le réel ne s'était pas effacé. Les Français ont un certain nombre de problèmes, une insécurité sociale, insécurité physique, culturelle. Et tout ça, on le retrouve à travers les crises successives, que ce soit dans les prisons, là, avec les EHPAD. Donc, il va falloir faire face au choc du réel. Et le président de la République a peu de marge de manœuvre, puisque finalement, même s'il a promis un grand renouveau, il est parfaitement orthodoxe sur les questions économiques et sociales. Il s'inscrit dans le cadre de Bruxelles. Il a choisi de faire 3% de déficit dès cette année. D'ailleurs, personne n'y obligeait. Il aurait pu négocier un délai. Et donc, effectivement, on s'aperçoit que dans une période où il y aurait besoin d'investir, où il y aurait besoin d'une vraie vision pour les 10 ans à venir, on gère ces crises catégorielles comme ça, en faisant un peu de saupoudrage. Je ne suis pas sûr que ce sera efficace à long terme, et ça augure d'un quinquennat à nouveau difficile, même s'il a été plus habile que ses prédécesseurs pour l'instant en termes de communication. Oui, Frédéric David. Je financerai un tout petit peu sur un seul point. Oui, il y a un risque que ça fasse tache d'huile. Oui, il y a aussi l'ingrédient maléfique, entre guillemets, pour un pouvoir en place, c'est les jeunes. Il y a un mouvement prévu jeudi sur la question du post-bac, mais quand même, dans le contexte actuel, non pas du nouveau monde, mais de la fin de la bipolarisation d'Emmanuel Macron, qui bénéficie d'oppositions affaiblies, éparpillées, manque à toutes ces revendications un réceptacle, un mouvement social catalyseur. Bien sûr, on ne peut jamais prévoir... Qui n'a pas eu lieu, que les syndicats veulent susciter, mais qui n'arrive pas. Pour l'instant, il n'a pas eu lieu. Mais vous avez raison de le rappeler. Du temps, mais effectivement, ça... colorise socialement cette première année de quinquennat, et ça peut être inquiétant pour la suite. Frédéric Bizard, il y a un mot que vous avez tous utilisé, qui fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux, c'est le mot vision, et donc, par effet de miroir inversé, le manque d'anticipation. Vous avez écrit un ouvrage intitulé « Protection sociale pour un nouveau modèle » aux éditions du No. Le voici, on le voit à l'écran justement. Ce manque d'anticipation, là, sur ce cas-là, sur ce, on peut dire le papy-boom, en tout cas sur ce vieillissement, on ne peut pas dire qu'on ne savait pas. Absolument, on ne peut pas dire qu'on ne le savait pas. Et alors, je crois que ça fait partie du nouveau monde, parce que ce choc démographique fait partie de ce nouveau monde. On a aujourd'hui 3,5 millions de gens qui ont plus de 80 ans. En 2030, c'est-à-dire demain, il y en aura le double. Donc c'est maintenant qu'arrive cette espèce de vague de vieillissement très très important. Donc c'est ça qu'il faut gérer dans le nouveau monde. Et là, je partage ce qui a été dit, c'est que ça n'a pas été anticipé. Cet aspect santé, pourquoi? Parce que la santé est le système le plus complexe, probablement avec l'éducation, parce que c'est le système politiquement, excusez-moi l'expression, un peu le plus casse-gueule. Il y a énormément de corporations, il y a un risque politique très important. Donc je crois que ça va être très très difficile, parce qu'on parle des EHPAD, mais dans les hôpitaux, c'est en train de bouillir. Pas pour les mêmes raisons, pas parce qu'il y a un manque de moyens, mais parce qu'on n'a absolument pas adapté l'outil hospitalier pour ça, et qu'il faut déshospitaliser le système alors qu'on a sacralisé l'hôpital depuis 50 ans. Donc là, en effet, je pense que si on veut en sortir par le haut, il y a une réflexion, mais pas par des commissions, qui doit être assez rapide, qui n'est pas qu'une question de moyens, si je partage,
mais vraiment avec mettre en place ce nouveau modèle. Juste un dernier point, ce qu'on est en train de faire pour le chômage, où on se dit on va changer la gestion du chômage, on ne va pas s'occuper des allocations chômage, on va s'occuper de la formation professionnelle, c'est-à-dire en amont du risque. On va mettre 15 milliards d'euros pour former les gens. Eh bien, mettons de l'argent en amont du risque, ce qu'on appelle vulgairement la prévention, mais aussi en amont, avant de rentrer. On a bien compris ce qu'il normalement faudrait faire. Ce qu'il faudrait faire aussi, Pierre-Henri Tarvailleux, c'est ne pas en parler simplement quand ça bouillonne, comme vous l'avez dit. Il faut que ce soit un sujet aussi permanent. C'est là où je nuancerai un tout petit peu, parce qu'il me semble que malgré tout, la thématique n'est pas nouvelle. Il y a eu la loi d'adaptation de la société française au vieillissement qui porte quelques idées intéressantes, et ça c'était il y a 2 ou 3 ans. Et puis par ailleurs, je dois dire que pour connaître un tout petit peu ce monde des EHPAD, c'est un monde extrêmement dynamique, où il y a une réflexion intense. Alors il faut évidemment que cette réflexion débouche sur des actions, mais je trouve qu'il y a une faculté d'innovation, la silver economy comme on l'appelle, c'est à la fois un bon business, il faut le noter, et par ailleurs une intense réflexion, à tel point d'ailleurs que ces modèles français peuvent être exportés dans des pays, par exemple comme la Chine, où ces questions se posent d'une manière massive. Et il y a un modèle français qui est en train d'apparaître en matière de ces réflexions. Vous avez une vision plus nuancée. Voilà, c'est toujours le cas dans sur ces sujets complexes. Merci à vous, messieurs, merci pour ce débat. Les Voix de l'Info, on reste ensemble. Il est 18h passé de quelques minutes. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez à l'instant en direct, bien sûr, sur CNews. C'est votre émission de débat et d'actualité, les Voix de l'Info jusqu'à 19h. De nombreux sujets au programme ce soir. On vient d'en parler, les personnels de maisons de retraite qui sont en grève. Ils dénoncent un quotidien intolérable, voilà des mois, des années, que les professionnels du secteur alertent sur les conditions de travail et d'accueil des personnes âgées qui se sont considérablement dégradées. On va écouter justement quelques extraits de ces manifestants aujourd'hui. Ce ne sont pas les bonnes personnes qui nous ont reçus. Les personnes qui nous ont reçus ne peuvent pas nous apporter les réponses à nos questions. Donc nous savions, c'était joué d'avance, que nous ne sortirons pas satisfaits de cette entrevue. Il nous faut aujourd'hui des moyens pour ce secteur. Et la question à se poser, c'est quelle prise en charge nous voulons aujourd'hui pour nos aînés en France. Ce gouvernement va dans le mur. Il nous fait croire qu'aucun établissement sera perdant. C'est faux. On sait qu'un grand nombre va perdre des moyens et que ça va se traduire par des postes d'aides-soignants notamment en moins. Donc ce n'est pas acceptable. Dans l'actualité également, des zones d'ombre et de plus en plus ces zones qui sont importantes et troublantes autour du mari d'Alexia Daval. Des éléments qui mettent mal à l'aise la défense de Jonathan Daval. Nous allons d'ailleurs parler de ces dernières heures de garde à vue et plus largement d'un sujet autour des médias et de ces affaires très médiatiques et faits divers très médiatiques. Mais tout d'abord, on va écouter l'avocat tout à l'heure de Jonathan Daval. Il a été interrogé sur des éléments concrets qu'on a pu lire notamment dans la presse écrite par rapport à ce véhicule de fonction qui aurait circulé dans la nuit. Également par rapport à ces empreintes qui ont été faites au niveau des pneumatiques et puis finalement ce drap également qui a été retrouvé sur le corps d'Alexia. En tout état de cause, les enquêteurs ont pris le soin vraiment de reprendre tous les éléments. Voilà, puis notez-le, à partir de 18h30, le grand entretien dans cette émission, je vous propose un témoignage en direct sur le sujet sensible du retour des djihadistes français. Notre invité est le frère d'une femme djihadiste. Beaucoup de questions évidemment sur un sujet qui inquiète. Mais d'abord, on va parler de cette progression dans l'affaire d'Alexia Daval. C'est un moment clé, un moment charnière dans cette affaire de cette jeune femme retrouvée morte dans un bois en Haute-Saône en octobre dernier. Son corps calciné avait été dissimulé sous des branchages dans un petit fossé d'un bois à plusieurs kilomètres du parcours que la jeune femme empruntait pour courir. La garde à vue de Jonathan Daval, son mari, se complique. On en parle avec les Voix de l'Info et notamment notre spécialiste police-justice Sandra Buisson qui nous a rejoint. Sandra, on va s'arrêter. Là, on a du temps vraiment sur ces éléments troublants aujourd'hui. Quels sont-ils ? Alors, il y a plusieurs éléments qui sont apparus aux yeux de la presse ces 2 derniers jours et qui ont été abordés avec gradation lors des auditions. Le dernier en date à être abordé, ça a été cette question des draps. Il y a des morceaux de draps qui ont été retrouvés près du corps d'Alexia Daval et selon les enquêteurs, ils pourraient correspondre à des draps qui appartenaient au couple. Alors, on n'a pas encore les éléments techniques et scientifiques, on n'a pas connaissance de ces éléments qui permettent aux enquêteurs d'avoir cette hypothèse. On sait que les avocats de Jonathan Daval ont déjà prévu de demander des contre-expertises, comme c'est le cas généralement dans des enquêtes de ce type. Il y a
tout ce qui concerne la voiture. Vous savez qu'un témoin a entendu dans la nuit du vendredi au samedi, donc avant que Jonathan Daval ne signale la disparition de sa femme, c'était à la mi-journée du samedi, donc dans cette nuit-là, un témoin a entendu une voiture quitter le domicile du couple Daval vers 1h30. À l'appui de ce témoignage, les enquêteurs ont fait des analyses sur du matériel électronique à l'intérieur de la voiture et ils sont en mesure de dire que ce véhicule a bougé. Maintenant, la question, c'est de savoir qui était à l'intérieur, puisque Jonathan Daval, tout au long de cette audition, pour l'instant, n'a pas changé sa version. Pour lui, il ne s'est rien passé cette nuit-là. Il était à son domicile avec sa femme. Donc, ça ne peut pas être lui dans cette voiture. Et quand bien même ce serait sa voiture, donc qui était au volant et où a été cette voiture. Vous savez que derrière ça, la question qui se pose, c'est à quelle heure est-ce qu'Alexia Daval est morte? Est-ce que c'est conforme à la version de son mari, c'est-à-dire après 9h30, après qu'il ait dit qu'il l'avait vue partir pour faire son jogging? Vous savez qu'aucun témoin n'a confirmé qu'il l'avait vue courir. On ne sait toujours pas où elle est morte et à quelle heure. Et puis, il y a un dernier élément concernant cette voiture, c'est les traces de pneus. Les traces de pneus de sa voiture de fonction, dont on parle, cette voiture de fonction qui aurait été en mouvement à 1h30 du matin. Ces traces de pneus, il y a des éléments de similitude avec les traces de pneus qui ont été retrouvées près du corps d'Alexia Daval. Alors, plusieurs éléments que vous avez énumérés, détaillés, Sandra Buisson, qui sont troublants et qui mettent à mal la défense du mari d'Alexia Daval. Et puis, il y a de plus en plus d'interrogations, on va le dire, sur la défense et sur l'avocat. En particulier, c'est maître Randall Schweder. Je vais y arriver. Voilà, exactement. Et on va l'écouter justement. Et ce qui est particulier, c'est qu'il... non pas qu'il reconnaît quoi que ce soit, mais il se pose des questions sur l'innocence ou la culpabilité de son client. Je suis ni sûr ni incertain de son innocence, je ne sais pas. Je dis simplement que c'est une garde à vue compliquée, qu'on nous a apporté des éléments qui méritent d'être vérifiés, qui effectivement posent des véritables questions. Jonathan n'est pas soupçonné par hasard, c'est une réalité. Il y a des éléments sérieux qu'amènent les enquêteurs. Donc j'analyse les choses froidement et en l'état, je ne suis pas là pour dire si Jonathan est coupable ou innocent. Sandra, vous suivez pour nous cette affaire dans le détail. Est-ce que vous pouvez nous résumer les prises de parole de cet avocat tout au long déjà de cette journée importante? Alors, dans cette journée, déjà hier soir, il a fait une interview hier soir en soirée pour expliquer qu'il n'avait pas pu parler à son client, mais qu'effectivement, il y avait des points qui avaient été abordés. Il a reparlé ce matin, après avoir vu son client et avant que l'audition ne reprenne. Et sa consoeur, qui défend également Jonathan Daval, elle a parlé, elle, en début d'après-midi. Alors, ce qu'on a commencé par entendre de cet avocat qui défend Jonathan Daval, c'est qu'il a commencé à dire « Je suis incapable en l'état de confirmer la version de Jonathan Daval qui affirme qu'il est resté chez lui dans la nuit du vendredi au samedi ». À ce moment-là, l'avocat explique qu'il y a dans le dossier des éléments sérieux, que Jonathan Daval n'est pas soupçonné par hasard et il évoque des éléments très lourds, les 3 éléments dont on a parlé, les 2 questions concernant la voiture et puis la question concernant les draps. Il va même jusqu'à dire que ce sont des éléments à charge contre son client et il laisse une porte ouverte sur une éventuelle évolution des déclarations de son client en disant, vous savez, le propre des gardes à vue, c'est qu'il y ait une évolution des dépositions. Donc forcément. Oui, et juste après, sa consoeur, elle, passe un cap en disant qu'il y a des éléments objectifs et matériels dans le dossier. Et selon ses termes, elle dit « On est quasi certain que notre client sera présenté à un juge. On s'attend à une mise en examen. » Alors, votre point de vue est très important. Vous connaissez très bien ce genre d'affaires et comment se passe la défense. Est-ce que c'est courant, une telle défense de la part quand même des avocats? Là, on parle des avocats. Voilà, alors c'est peu courant. Certains confrères, certains avocats s'étonnent de cette stratégie. On sait que pendant la garde à vue, un avocat peut parler à la presse, il peut sortir, voilà. Il peut parler s'il a l'accord de son client. Ça, en l'état, on est absolument incapable de se prononcer là-dessus. Qu'est-ce qu'il peut dire? Il peut dire si son client conteste ou pas les faits qui lui sont amenés à sa connaissance et comment il réagit, comment il vit ça. Il n'a pas le droit normalement de dévoiler les éléments de l'enquête, les éléments à charge. Alors là, ils font la liste des éléments à charge. Donc ça vous interpelle, c'est un élément qui interpelle une telle défense. On essaie de comprendre quelle peut être la stratégie de ces avocats de la défense. Parce que si
ils estiment qu'ils ne sont plus en mesure de défendre leurs clients, ils peuvent se retirer du dossier. C'est une possibilité, quoi. On va rappeler que c'est un fait divers, mais un fait divers qui marque l'opinion publique. Alexia Daval, c'est une jeune femme, joggeuse, bien connue dans sa région, à Agré, en Haute-Saône. On se souvient d'ailleurs de la marche très émouvante en sa mémoire. C'était un dimanche avec beaucoup de monde, des milliers de personnes, dont d'ailleurs son mari en pleurs et en première ligne. D'ailleurs, sur ce point, Sandra Buisson, est-ce que la piste du mari a été sérieuse, entre guillemets, dès le départ ? Pour la police, en tous les cas. C'est toujours une piste sérieuse, l'entourage familial, dès qu'il y a un fait de ce genre. Les enquêteurs vont automatiquement se poser des questions sur l'entourage tout à fait proche. Maintenant, la question qui se pose, c'est quand est-ce que ces éléments, notamment concernant les draps, sont apparus? Quand est-ce que les enquêteurs ont remarqué qu'il manquait des draps? J'imagine que le fait que les draps enveloppent le corps d'Alexia, ça n'est pas apparu il y a 2 jours, hein, c'était présent dès le départ. Donc le fait de savoir quand ont disparu les draps, ça peut aider à savoir quand ils ont resserré leurs soupçons sur le mari d'Alexia Daval. Alors justement, on va écouter de nouveau son avocat sur ce point précis. Je viens de le quitter pour le laisser avec mon associé où on va aborder la problématique des draps, celle dont on avait parlé hier, qui semble être la problématique la plus délicate. Vu ce qui est annoncé, je m'attends à tout. Je m'attends à l'éventualité qu'il y ait son ADN, auquel cas ça poserait une profonde difficulté, vous vous en rendez bien compte. Je m'attends aussi à ce qu'il n'y ait pas son ADN. Alors est-ce que ce sont des draps similaires à se retrouver chez lui? Je ne sais pas ce qu'on va bien évidemment nous montrer. On attend de voir ce qu'on va nous montrer. Parce qu'en l'état, comprenez bien qu'on n'a pas eu accès à ces pièces-là. Hier, il y a beaucoup de choses qui demandent à être vérifiées dans les affirmations des enquêteurs, y compris scientifiques, techniques. Aujourd'hui, il est bien évident que cet argument, cette pièce à conviction, entre parenthèses, le drap ou les draps, va être un élément essentiel du dossier. Voilà. Alors, comme le dit l'avocat, cette pièce à conviction, qui est un élément, selon déjà l'avocat, qui semble être, important, est-ce qu'on sait comment Jonathan Daval a réagi sur ce sujet-là? Comment il répond en ce moment, où il a répondu? Alors là encore, on se fie aux déclarations de ce couple d'avocats. Donc c'est l'avocate qui est sortie ensuite, après que cette question ait été évoquée. Elle explique que sur ce point, il y a, je cite, des constatations matérielles dans le dossier. Mais là, elle ne souhaite pas indiquer comment Jonathan Daval a répondu aux enquêteurs. Voilà. Donc ça sera probablement l'un des points qui sera d'ailleurs précisé tout à l'heure par la procureure. Voilà. On va continuer à parler de l'affaire elle-même avec tous les détails. Je vous en remercie, Sandra Buisson, que vous nous apportez. Et puis du lien, il est important entre les médias, et oui, nous-mêmes, et puis la presse écrite, et ces affaires, Alexandre Devecchio, parce que dans cette affaire, comme dans d'autres, la presse et les médias sont en première ligne. Par exemple là, sur ces draps ou ces morceaux de tissu qui proviendraient du domicile de la victime et qui auraient été retrouvés donc près de son corps en partie carbonisé, l'information est venue d'un magazine, Le Point. Entre les médias et ces affaires, ces faits divers, il y a toujours une proximité qui est nette. L'un sert l'autre souvent. Parfois, l'un agace l'autre, on le verra aussi, puisque la procureure, il y a quelques semaines, avait fait une mise au point très sévère à l'égard des journalistes, Sandra. Oui, toujours. D'ailleurs, cet aspect feuilleton qui peut avoir des conséquences graves. On pense à l'affaire du petit Grégory immédiatement. Ceci dit, là, le fait nouveau, c'est quand même que l'avocat divulgue des éléments. D'habitude, c'est plutôt... ou alors, les avocats peuvent divulguer des éléments qui vont dans le sens de leur client. Là, on a l'impression qu'ils divulguent des éléments pour enfoncer leur client. Donc, c'est quand même assez inédit. Donc, je suis assez perplexe, mais j'ai pas grand-chose. Je vous interromps, pardonnez-moi, parce que justement, puisqu'on en parle, on apprend à l'instant que le mari, Jonathan Daval, aurait donc avoué avoir tué son épouse, Alexia Daval, par accident. C'est ce qui vient d'être déclaré et confirmé par ses avocats, Sandra Buisson. Donc l'information, on la prend en direct. Et ça veut dire que ces avocats, peut-être durant ces dernières heures, ils essayaient de convaincre leurs clients de changer de position. Ça arrive, les avocats, soit ils estiment qu'ils peuvent défendre leurs clients sur les positions qu'il a, soit ils essaient de le faire changer d'avis, soit ils le lâchent complètement. Visiblement, ils essayaient de le faire changer d'avis et dire la réalité qui semble être celle qu'il a bien vue. Justement, regardez tout de suite la prise de parole de l'avocat. Attention, ne te laisse pas la tête. Non, doucement. Avec mon associé Metz Patafora, nous avons assisté Jonathan lors de sa dernière audition.
Jonathan a tenu à s'exprimer, à dire ce qu'il s'était réellement passé. Nous ne défendrons pas un meurtrier, nous ne défendrons pas un assassin. Nous défendrons un jeune garçon qui, dans une crise de couple, a effectivement, de façon accidentelle, occasionné la mort de son épouse. Il est dévasté, il est conscient des conséquences dramatiques pour sa famille, pour la famille d'Alexia, pour qu'il ait une affection sans limite. Il a eu des mots pour Alexia, des mots d'amour, et nous nous retrouvons face à un drame terrible. Voilà. Que s'est-il passé ? Les circonstances de ses aveux, c'est que ça, nous pensons que de toute façon il était au bout, qu'il fallait que ça sorte, qu'il fallait qu'il dise les choses, qu'il ne pouvait pas les garder pour lui. C'est un garçon qui a pensé au suicide, c'est un garçon qui a pensé à plein de choses, c'est un garçon qui ne savait plus comment faire. Entre l'homme et l'image, il est toujours difficile d'être à la hauteur d'une image. Voilà. Il a essayé de l'être, d'être ce gendre parfait. Il n'a pas réussi. Voilà. Pourquoi une telle mise en scène ? Il n'y a pas de mise en scène, monsieur. Il y a juste un garçon qui perd pied, un accident. Oui, il l'a étranglé dans un moment, dans ce qu'on peut appeler des violences volontaires, ayant entraîné la mort sans intention de la donner. C'est comme ça que le droit appelle ça. Et qu'après, il a été dépassé partout. Entre l'envie d'appeler les gendarmes, la peur de les appeler, la peur de voir toute sa vie détruite, il n'a rien géré. Si on a autant d'indices, si on a autant de preuves, y compris 3 mois après les faits, c'est qu'on n'a rien caché. C'est qu'on n'était pas dans une logique criminelle. Voilà. Un criminel, il dissimule, il n'a rien dissimulé. Je dis aussi une chose, c'est que Jonathan Daval le dit fermement, il n'a jamais essayé de mettre le feu au corps d'Alexia. Nous n'avons pas d'explication sur ce point. Il appartiendra au juge d'instruction saisi de définir dans quelles conditions cela s'est produit. J'ai vu le corps d'Alexia. J'ai vu comment elle était protégée, comment elle était recouverte. Elle avait été installée avec soin, j'ose le dire, presque comme si on l'avait couchée, presque comme si on l'avait bordée. Voilà ce que j'ai vu dans le cadre des images de découverte du corps. Alors maintenant, on peut épiloguer sur tout ce qu'on veut. Jonathan aura un procès, tout sera débattu, mais je le dis haut et fort avec mon associé, nous ne défendrons ni un meurtrier, ni un assassin. Voilà. Comment explique-t-il son geste ? Il l'explique parce qu'ils avaient une relation de couple avec de très fortes tensions, qu'Alexia avait une personnalité écrasante, qu'il se sentait complètement écrasé, rabaissé, et qu'à un moment, il y a eu des mots de trop, une crise de trop, qu'il n'a pas su gérer, et ça a débordé. Voilà. C'est lui qui a transporté le corps ? Jonathan n'a parlé que de lui, il n'a impliqué personne d'autre dans les faits qui se sont passés. Donc il sera mis en examen ? Jonathan sera évidemment mis en examen ce soir sur une qualification juridique que je ne connais pas encore, mais nous combattrons fermement toute qualification juridique d'assassinat ou de meurtre. Vous avez eu la famille d'Alexia au téléphone ou... J'ai eu un contact pour être transparent. La mère d'Alexia m'a envoyé un SMS. Je ne lui ai pas répondu. J'ai pris contact avec Maître Florent qui est saisi dans ce dossier pour que par délicatesse, Maître Florent puisse préparer la famille d'Alexia à l'annonce que nous allions faire. J'ai fait la même chose avec l'avocate des parents d'Alexia, de Jonathan Daval, parce que nous avons conscience qu'au-delà du problème judiciaire, il y a un drame humain terrible, avec des conséquences sur ces 2 familles, qui est dramatique. Voilà. Quel est le récit qu'il a fait des faits ? Je ne donnerai pas le récit des faits, puisqu'il est couvert par le secret de l'instruction. Je vous ai donné la position de Jonathan Daval, qui est la position que nous aurons jusqu'au bout et jusqu'à son procès. Et ce silence, comment il a pu tenir si longtemps ? Je pense que tout le monde a vu que, dès le départ, a compris que Jonathan cachait un secret beaucoup plus lourd que la simple souffrance de la disparition de son épouse. Tout le monde a vu qu'il y avait de la souffrance, mais il y avait aussi du remords. Ça se voyait au moment de l'enterrement. Vous avez des yeux, j'en ai, j'ai regardé ces images, j'ai regardé ces photos. Ce visage torturé de ce garçon complètement dévasté, au-delà de la souffrance du deuil, on l'a tous vu. Voilà. On n'est pas dans le jeu, on n'est pas dans la tricherie. Il a fait ce qu'il a pu pour tenir debout. Il a fait ce qu'il a pu aussi pour ne pas dire cette vérité qui est terrible, qui va accabler la famille d'Alexia, qui va accabler sa famille. Les conséquences sont dramatiques. Et je pense qu'il essayait aussi, dans un souci de protéger ses proches de ce qu'il avait fait. Il va être jugé pour 3-4 secondes de sa vie, ce garçon. C'est pas un mauvais homme. C'est un type formidable.
Il a une grande sensibilité, il est d'une grande fragilité, il est d'une grande émotivité. Quelques secondes dans sa vie, effectivement, il a eu un accès de violence. Et cet accès de violence a eu une fin dramatique. Voilà. À la fois, il a réussi à s'exposer publiquement pendant 3 mois, notamment devant nos caméras, et donc à mentir. Je n'ai pas le souvenir, madame, que Jonathan Daval ait parlé beaucoup. Je n'ai pas ce souvenir-là. J'ai le souvenir d'un garçon qui ne voulait pas s'exprimer. J'ai le souvenir que beaucoup de journalistes m'ont contacté pour qu'il s'exprime, qu'il a toujours refusé. J'ai le souvenir d'un garçon qui reculait devant la chaise où il y avait un micro. J'ai le souvenir d'un garçon qui effectivement a essayé de maintenir une image. Voilà, pas forcément de quelqu'un qui était en train de mentir. Les enquêteurs avaient des éléments probants. Alors, je ne ferai pas d'autres déclarations pour l'instant, comprenez-le. Nous nous retrouvons certainement au palais de justice où Jonathan va être mis en examen d'ici à peu près 1 heure. Voilà, à tout à l'heure. Merci, madame. Merci à vous. Voilà pour cette prise de parole. C'est un coup de tonnerre dans l'affaire Alexia Daval. L'avocat du mari Jonathan Daval vient donc de confirmer ce que nous vous disions il y a quelques instants. Il dit ceci: nous ne défendons pas un assassin, nous défendons un jeune homme qui a causé par accident, dit l'avocat, la mort de son épouse. Il l'a étranglée lors de violences sans intention de donner la mort. Il a eu peur des gendarmes, il n'a pas pu gérer tout cela. L'avocat qui ajoute à propos de son client, je cite, que c'est un type formidable. On va prendre, Sandra Buisson, avec vous, notre spécialiste police-justice, tous les éléments de cet incroyable rebondissement. Tout d'abord, l'information, la prise de parole de l'avocat avec les faits de droit qu'il précise, l'avocat Jonathan Daval, violences qui ont causé la mort, mais sans intention de la donner. En fait, il aimerait que la qualification qui va être retenue par les juges d'instruction soit celle-ci, c'est-à-dire violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Il ne veut pas que les juges choisissent la qualification de meurtre ou d'assassinat. Maintenant, c'est ce que lui souhaite, parce qu'il estime que ça s'est passé lors d'une crise de couple qui a mal tourné, les mots peuvent paraître trop légers pour ce qui s'est passé. Une crise de couple qui s'est finie par la mort de son épouse. Son avocat dit c'est un accident. Ce n'est pas un criminel. Donc ça rejoint son désir de ne pas voir cette instruction qualifiée pour des faits criminels ou d'assassinat. Vous savez que si c'est l'assassinat qui est retenu, c'est la préméditation. Lui, visiblement, dit qu'il n'y a pas eu préméditation, mais que ça s'est fait au moment où la crise a éclaté. Il explique qu'il va être jugé pour quelques secondes de sa vie. Je lui laisse la responsabilité de ses propos. Il dit que Jonathan Daval a voulu s'expliquer. Il dit on a tous vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez Jonathan Daval lors de ses apparitions. Vous savez qu'il n'est pas apparu tout de suite quand il y avait les battus. C'est ses parents d'Alexia Daval et puis sa sœur qu'on voyait devant les caméras participer aux battus. Jonathan Daval, il est apparu lors de la marche. Il a participé à la course en hommage à sa femme. Il était également aux côtés de ses beaux-parents éplorés dans leurs bras lors des obsèques de sa femme. Donc il dit qu'il y avait un problème dans ce couple, qu'il y avait une personnalité écrasante, qui selon lui était celle de sa femme, qu'il était écrasé, que ça a débordé et que ça a été un accident. Alors on va continuer à évoquer toutes ces informations, ce que nous apprenons au fur et à mesure de la prise de parole. Avant, je le rappelle, la conférence de presse qui va être très importante de la procureure vers 20h. Il y a quand même une interrogation, et plus que cela, et je me tourne vers la spécialiste de communication Anne-Claire Ruel, sur la prise de parole de l'avocat, quand on cite ce qu'il dit de son client, et sans porter de jugement, évidemment, c'est une enquête en cours, quand il dit que c'est un type formidable, quand il loue les qualités de cet individu, évidemment, c'est son avocat, c'est sa défense, et elle lui appartient. Elle interpelle, évidemment, on pense ce soir à l'émotion des familles, on pense ce soir à une émotion toute simple, collective, évidemment, face à un tel drame. Bien évidemment, le poids des mots, il parle d'étranglement, type formidable. Enfin, je suis assez étonnée de cette déclaration, quand bien même il s'agit effectivement d'une communication, parce qu'on le voit, les intentions sont
judiciairement de pencher plutôt d'un côté que de l'autre. Mais le message empathique me paraît absent totalement de cette prise de parole. Ça interroge énormément. Pourtant, vous savez, la communication et les avocats, c'est quand même aussi une longue histoire. Normalement, maintenant, dans les écoles d'avocats, certains sont habitués à prendre la parole et vous avez des communicants qui viennent les entraîner. Là, je suis quelque peu étonnée par la teneur du discours qui a été tenu ce soir. Oui, je voulais juste préciser qu'il y a certains éléments que l'avocat met en avant pour expliquer que Jonathan Daval, d'abord, il estime qu'il n'a pas dissimulé ce qu'il a fait. Ensuite, c'est-à-dire qu'en fait, il dit qu'il a fourni son téléphone, sa voiture, son emploi du temps, il a tout donné aux enquêteurs. Il explique aussi que c'est pas lui qui a mis le feu au corps de sa femme. Vous savez qu'on l'a retrouvé partiellement brûlé, qu'il ne s'explique pas comment c'est arrivé, et l'avocat dit « j'ai vu le corps d'Alexia, son corps était enveloppé soigneusement, comme bordé », donc on imagine que c'est dans les draps dont parlent les enquêteurs, et il explique qu'il n'a pas parlé avant parce qu'il avait peur des gendarmes, peur de voir sa vie détruite, peur des conséquences terribles pour sa famille. On va retrouver sur place à Besançon David Brunet. David, vous avez suivi pour nous cette prise de parole de l'avocat et ses aveux aujourd'hui. Quelle est tout simplement, j'allais dire, l'ambiance sur place? Comment cette prise de parole a été accueillie? Quels éléments vous avez sur les aveux qui ont été donc formulés par le mari d'Alexia Daval? Vous savez, Sonia, quelques dizaines de minutes avant la sortie de Randall Schwerdorfer, nous avions été informés, nous journalistes, justement, d'une prise de parole, et que cette prise de parole allait être très importante. Il voulait nous parler, l'avocat de Jonathan Daval, il voulait s'exprimer à la presse pour annoncer évidemment ses aveux de son client. Quelque part, c'était depuis plusieurs heures, et même depuis hier soir, il y avait beaucoup d'interrogations justement sur la position de Jonathan Daval, mais aussi sur le fait de nier, depuis, on va dire, le début de cette garde à vue, de nier sur les éléments qui étaient probants. Randall Schwerdorfer l'expliquait véritablement. C'est peut-être pour ça qu'il prenait contact régulièrement avec ses points presse, avec la presse, justement pour commencer à préparer justement l'opinion publique sur une éventualité, sur cette éventualité justement de la dernière heure où tout simplement Jonathan Daval a avoué, certainement sous le poids, sous le remords. C'était un personnage, c'est un personnage qui finalement, comme le disait Randall Schwerdorfer, portait depuis des semaines, depuis des mois, ce poids du remords. David Brunet, il y a ce que vous décrivez, il y a aussi les éléments qui ont été apportés par l'avocat, et puis il y a les zones d'ombre, notamment autour de la calcination du corps. Il n'y a pas d'explication, donc il reste quand même évidemment beaucoup d'éléments, des éléments qui vont être probablement étayés ou présentés ce soir par la procureure lors de la conférence de presse. Vous savez, Sonia, la justice a pris son temps dans cette enquête. La justice a tout simplement cherché, on va dire, toutes les possibilités, tous les indices justement qui permettaient d'arriver à la finalité de cette enquête. 3 mois d'enquête, je vous le rappelle, Sonia, ça a été très important, on va dire, pour les enquêteurs de travailler dans cette discussion. C'était quelque chose qui était voulu par la procureure de Besançon. 3 mois pour arriver sur des éléments probants qui ont été très difficiles à soutenir de la part du conseil de Jonathan Daval, avec des éléments forts comme la voiture professionnelle de Jonathan Daval qui serait sortie la veille du domicile conjugal, la nuit. 1h30 du matin, un voisin l'aurait tout simplement entendu. Ce sont des informations qui sont cruciales justement pour les enquêteurs de la gendarmerie nationale. Et puis aussi dans cette voiture, pour prendre cet exemple-là, et bien tout simplement les enquêteurs ont cherché donc pendant 3 mois. Ils ont eu aussi une révélation en quelque sorte technique avec justement un tracker qui a révélé justement la géolocalisation de ce véhicule à proximité de ce bois où a été découvert justement le corps d'Alexia Daval. Merci à vous, David Brunet. On va réécouter la prise de parole, en tout cas un extrait de l'avocat qui affirme que son client n'a rien géré et a eu peur tout simplement de parler, dit-il, aux gendarmes. Il n'a rien géré. Si on a autant d'indices, si on a autant de preuves, y compris 3 mois après les faits, c'est qu'on n'a rien caché.
c'est qu'on n'était pas dans une logique criminelle. Voilà. Un criminel, il dissimule, il n'a rien dissimulé. Je dis aussi une chose, c'est que Jonathan Daval le dit fermement, il n'a jamais essayé de mettre le feu au corps d'Alexia. Nous n'avons pas d'explication sur ce point. Il appartiendra au juge d'instruction saisi de définir dans quelles conditions cela s'est produit. J'ai vu le corps d'Alexia. J'ai vu comment elle était protégée, comment elle était recouverte. Elle avait été installée avec soin, j'ose le dire, presque comme si on l'avait couchée, presque comme si on l'avait bordée. Il y a on va dire, le choc des mots quand il parle d'un corps qui a été déposé avec soin. Et puis il y a les éléments factuels que nous pouvons apporter à cette heure avec vous, Sandra Buisson, notre spécialiste police-justice. Je vais revenir quand même, c'est important, sur cette prise de parole de l'avocat avant la conférence de presse du procureur. Est-ce que c'est courant que lui-même définisse la qualification avant justement cette conférence de presse du procureur ? Alors, il l'a défini par il espère pouvoir influer, et il explique comment lui voudrait que les faits soient qualifiés, les faits présumés. Donc, il dit effectivement, pour lui, c'est un accident, donc ça doit être qualifié comme violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Vous savez que cette information judiciaire, elle a été ouverte pour assassinat. Assassinat, ça veut dire préméditation. C'est pas forcément sous cette qualification que les juges d'instruction choisiront de qualifier les faits, puisque si réellement il n'y a pas eu de préméditation, ça peut être des qualifications pour meurtre, ça peut l'être aussi sous la qualification que demande cet avocat. Mais on l'a vu en fait depuis le début de cette garde à vue qui a commencé hier matin. Eh bien, ces deux avocats de la défense ont une stratégie de communication assez particulière qui parfois sort du cadre, sort du cadre légal ou déontologique et de ce qui est couramment pratiqué par leurs confrères. Justement, sur ce sujet-là, on va retrouver David Brunet qui est sur place. Je voudrais vous poser la même question, David, que celle à laquelle a répondu Sandra Buisson, sur les mots qui ont été utilisés par l'avocat. Ces mots pour décrire un corps, pour décrire des gestes. Il parle, là nous parlons d'une énorme tragédie, il en parle avec des mots qui peuvent frapper. Comment cela a été interprété sur place ? Écoutez Sonia, je pense que l'avocat a parlé au nom de son client. Il ne faut pas oublier qu'il reste évidemment l'avocat de Jonathan Daval. Il parle de la souffrance d'une personne depuis 3 mois, mais bien avant, je pense que se dégage d'emblée une ligne de défense après ces aveux, après cette mise en examen qui va être prononcée d'ici quelques minutes par un juge d'instruction. C'est tout simplement la ligne de défense que Jonathan Daval va pouvoir justement mettre en place dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. La fausse souffrance finalement d'un couple, d'un homme qui depuis plusieurs mois pâtissait d'une vie de couple. En tout cas, voilà, c'est Randall Schwerdorfer qui utilise ces termes-là dont vous cherchez évidemment à comprendre, à percer justement l'explication, la signification. En tout cas, voilà, je pense que Randall Schwerdorfer utilise des mots forts pour expliquer tout simplement la souffrance d'un homme. Si vous nous rejoignez à présent en direct, il est plus de 18h30 passé sur CNews. Nous parlons de cet incroyable rebondissement dans l'affaire d'Alexia Daval, puisque le mari de cette joggeuse assassinée en octobre dernier a donc avoué avoir tué sa femme. Vous avez pu suivre en direct la prise de parole de son avocat. On va rappeler, Sandra Buisson, les 4 éléments qui étaient déjà troublants cet après-midi. Et probablement l'un d'entre eux, ces draps auxquels a été confronté Jonathan Daval. Oui, et l'avocat de Jonathan Daval le disait ce matin. En fait, ce n'est pas anodin que les enquêteurs aient gardé cet élément pour la dernière partie de l'audition aujourd'hui. Des draps qu'on a retrouvés sur le corps d'Alexia et qui, selon les premières vérifications, pourraient correspondre à ceux qui appartenaient au couple. Jusque-là, ces avocats n'avaient pas voulu indiquer comment leur client avait répondu sur ce point, mais ce qu'avait indiqué son conseil, c'est qu'il y avait des constatations matérielles, et c'est justement au moment où elle a pris la parole sur ce point, son avocate, qu'elle a dit qu'elle s'attendait à une mise en examen. Après, il reste les 2 autres éléments qui sont ceux
qui ont trait à la voiture de fonction de Jonathan Daval. Lui, vous savez que dès le départ, il a dit le vendredi soir, on est allé chez mes beaux-parents, on a dîné en famille, ça s'est tout à fait bien passé. On est rentré, oui, il y a eu une dispute avec ma femme. D'ailleurs, c'est pour ça que vous voyez des griffures sur mon corps, voire des morsures, selon certaines sources proches du dossier. Donc, il parle spontanément de cette dispute qui, selon lui, et même selon les beaux-parents d'Alexia Daval, n'est pas une dispute incongrue dans un couple qui vit ensemble depuis des années. Et ensuite, il dit, on s'est couché, on n'est pas ressorti de chez nous avant le lendemain matin. Sauf qu'il y a un voisin qui entend une voiture sortir de chez le couple Daval vers 1h30 du matin. Il l'entend et il voit l'heure parce qu'il y a une plaque d'égout qui est vraiment symptomatique et il entend que la voiture passe dessus, donc il regarde à la fenêtre et il voit l'heure. Ensuite, cette voiture, il s'avère que selon les expertises qui sont menées par les enquêteurs, il y a des éléments électroniques qui stipulent que cette voiture, elle a bougé cette nuit-là et vers cet horaire-là. Maintenant, on ne sait pas qui était au volant et où a été cette voiture. Et puis, il y a aussi l'analyse des traces de pneus. Il a donc avoué avoir tué son épouse par accident en l'étranglant. Son corps a été, comme vous le rappelez, trouvé brûlé dans un bois en Haute-Saône. Et l'avocat qui précise qu'il n'a jamais voulu mettre, en tous les cas, son client le feu au corps. On va s'arrêter quand même sur le profil psychologique de cet individu, Sandra Buisson, le mari, Jonathan Daval. Il faut rappeler qu'au début de l'enquête, après le drame, c'était en octobre, il y a eu cette grande marche blanche. Il y avait plus de 8000 personnes autour des parents. Il y a une véritable émotion, et on le disait, une émotion collective quand il y a ce drame-là autour d'une jeune femme ou d'un jeune homme, ici d'une jeune femme. Et on voyait déjà cet individu, on le voyait en larmes, on le voyait en pleurs, on le voyait également très soutenu par la famille, par les parents d'Alexia Daval. Quel est son profil psychologique aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on sait de lui? L'avocat le présente, dit-il. Vraiment, je tiens à préciser que je reprends les mots de l'avocat. C'est un type formidable, de très grande qualité, qui a eu peur des gendarmes, qui n'a rien voulu gérer, etc. Il en fait presque quelqu'un qui, malgré lui, est arrivé à cela. Comment on peut définir cet individu? Alors, ce qui ressortait pour l'instant des témoignages, et c'est même ce qu'expliquait l'avocat des parents d'Alexia Daval, qui ne voulait pas croire à la mi-journée que leur gendre puisse être l'auteur des faits, c'est que c'est un garçon qu'on décrit comme très calme, un peu effacé, qui n'a jamais fait montre de colère ou d'explosion de colère. Il n'est pas impulsif, il n'est pas violent, on le décrit comme calme et constant. Maître Florent dit même que dans ce dossier, personne n'a jamais dit qu'il était colérique, impulsif ou quoi que ce soit. Il est très apprécié au travail. On le dit même effacé dans le couple. Et c'est ce que dit là son avocat. Mais justement, on va écouter à ce sujet, Sandra, c'est important, les tensions évoquées par l'avocat au sein de ce couple. Ils avaient une relation de couple avec de très fortes tensions, qu'Alexia avait une personnalité écrasante, qu'il se sentait complètement écrasé, rabaissé, et qu'à un moment, il y a eu des mots de trop, une crise de trop, qu'il n'a pas su gérer, et ça a débordé. Jonathan n'a parlé que de lui, il n'a impliqué personne d'autre dans les faits qui se sont passés. Jonathan sera évidemment mis en examen ce soir sur une qualification juridique que je ne connais pas encore, mais nous combattrons fermement toute qualification juridique d'assassinat ou de meurtre. Et nous a rejoint notre consultant Georges Fenech en justice. Bonsoir Georges Fenech. Tout d'abord, votre réaction, on a parlé de ce rebondissement des mots utilisés par l'avocat, de la défense, des aveux. Quelle est votre réaction précisément au qualificatif que souhaite en tous les cas l'avocat, que souhaite qu'il soit retenu cet avocat? Non, c'est tout à fait surprenant ce que dit l'avocat. Il faudra attendre évidemment ce soir le réquisitoire introductif de mise en examen par le parquet et le juge d'instruction. Mais vous ne pouvez pas imaginer en l'état de ce que nous savons et ce qui résulte des auditions en garde à vue qu'il s'agit d'un accident. Pour entendre ensuite l'avocat dire mon client avait des remords, c'était des coups volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Donc on voit bien qu'il y a une difficulté pour les avocats d'assurer une défense d'ores et déjà, mais vous imaginez bien qu'après avoir dissimulé le corps, qui était en partie carbonisé, après avoir évidemment contesté toute participation, aujourd'hui la mise en examen s'oriente davantage vers un homicide volontaire, voire peut-être un assassinat, c'est-à-dire un homicide avec préméditation.
quand l'avocat dit « nous ne défendons pas un assassin, nous défendons un jeune homme qui a causé par accident la mort de son épouse ». Oui, il l'a étranglé, oui, il y a eu des violences volontaires, mais sans intention de donner la mort et sans évidemment juger de cette affaire. Malgré tout, Georges Fenech, on est quand même frappé de la suite, ce qui s'est passé pour ce corps qui a été en partie carbonisé. Là encore, il n'y a pas d'explication sur ce sujet. Bon, je crois que ce qu'il faut bien voir, c'est que Jonathan Daval a passé des aveux à la suite d'éléments précis et concordants qui lui ont été soumis pendant ces 36 heures de garde à vue et qu'il était difficile de contester. La localisation du véhicule, la trace des pneus qu'on peut parfaitement comparer aujourd'hui avec des véhicules, également le témoignage qui dit avoir vu ce véhicule sortir à 1h30 du matin, les draps qui proviennent de chez lui. Donc voilà un grand nombre d'indices sérieux, concordants, qui ont fait que Jonathan Daval est passé aux aveux. Maintenant, chacun comprend qu'un étranglement par accident, ça n'est pas concevable. Ceci dit, peut-être qu'il n'y avait pas eu la volonté véritable de tuer, que dans un geste un peu de passion amoureuse, c'est peut-être un crime passionnel, nous n'en savons rien. Pour l'instant, nous n'en sommes qu'au début de cette affaire criminelle, mais d'ores et déjà, en tout cas, les enquêteurs ont pu établir sa culpabilité. Vous parlez justement du travail des enquêteurs. Il faut qu'on insiste sur ce point, Sandra Buisson. On se souvient qu'au démarrage de l'enquête, la procureure de Besançon avait sèchement répondu aux questions de la presse sur les avancées de l'enquête. Elle avait dit ceci il y a déjà quelques mois. Un proche, un rôdeur ou autre, vous pouvez tout imaginer. Faites toutes les déclarations possibles. De notre côté, nous travaillons. Le temps médiatique n'est pas le temps judiciaire. Il y avait un recadrage sûrement nécessaire. Comment les enquêteurs ont évolué? Est-ce que dès le départ, il y avait cette piste qui était déjà dans leur viseur ou ils ont tout simplement, petit à petit, ils sont allés vers cette piste-là et cet individu-là? En fait, forcément, la personne du couple qui survit à l'autre dans un cas où la personne a été et tout de suite assassinée est forcément soupçonnée, de même que les personnes proches dans la famille ou l'entourage proche. Donc, évidemment, ils se sont intéressés de toute façon à Jonathan Daval dès le début. Il a été entendu en tant que témoin 2 fois au début, parce qu'au début, il a été entendu alors que l'enquête se menait pour enlèvement. Vous savez que c'est ensuite que ça a été requalifié en assassinat. Quand on a découvert le corps, c'était 2 jours plus tard. Donc oui, ils l'ont entendu, mais il n'a pas parlé parce qu'il avait peur des gendarmes, dit son avocat, peur de se voir sa vie détruite, peur des conséquences de la vérité terribles pour sa famille. Donc les enquêteurs, ils sont forcément intéressés à lui. Il va falloir savoir quand le fait que les draps manquaient au domicile du couple, eh bien ça a été découvert, mais le fait qu'il y avait des draps sur le corps d'Alexia, c'était dans le dossier dès le départ, puisque le corps était enveloppé dans un drap. Et il le reprend à nouveau, cet avocat, en disant le corps était enveloppé, comme bordé, en expliquant que son client a pris soin du corps. Alors, on va s'arrêter sur les mots justement avec vous, Anne-Claire Huet, spécialiste de communication, parce que sur les réseaux sociaux, mais pas seulement, on imagine devant leur téléviseur, ceux qui nous regardent ont pu être interpellés, voire choqués par les mots qui ont été utilisés. Donc un corps dont on parle, il a été recouvert avec soin. On entendrait presque qu'il y aurait de l'amour. Avec une tragédie pareille, ça fait beaucoup réagir. Ça paraît totalement compréhensible parce que c'est justement incompréhensible le choix de ces mots. Voilà, pas de message empathique, des mots extrêmement forts, un type formidable, donc cette phrase qui est un petit peu lunaire. Et moi, je m'interroge sur les sorties précédentes des avocats au fur et à mesure de la journée. Il y a quelque chose qui m'interroge parce qu'il y a en lien avec la communication d'ailleurs, parce que normalement, il y a un secret de l'instruction. Donc là, je crois qu'ils sont partie civile. Donc comment ont-ils eu accès aux éléments de l'enquête, ou est-ce qu'ils ont eu accès par d'autres moyens? En fait, ils sont partie civile. Le fait de se porter partie civile, c'est une des conséquences, c'est que vous avez accès au dossier. Ils se sont constitués partie civile très tôt, l'avocat avec son client Jonathan Daval, mais ils n'ont pas eu accès à ces éléments qui ont été divulgués donc au fur et à mesure, auxquels ils ont confronté Jonathan Daval. Ces enquêteurs, ils n'ont pas eu accès, les avocats de Jonathan Daval, parce que en fait, ces éléments, ils sont revenus. C'était des retours d'expertise qui n'ont pas été versés au dossier, puisqu'en fait, l'avocat de Jonathan Daval a accès, comme il est partie civile, au dossier. Si les enquêteurs avaient mis le résultat de ces expertises dans le dossier, il y aurait eu accès. Or, lui-même, j'ai pris contact avec lui il y a quelques semaines, il me disait, mais de toute façon, quand bien même ces expertises reviendraient, il est clair que
si jamais ça incriminait de quelque façon que ce soit mon client, et encore une fois, à ce moment-là, il était loin de le penser, les juges ne le verseront pas au dossier, puisque je ne peux pas y avoir accès. Et il faut qu'ils gardent l'effet de surprise, et c'est ce qui s'est passé, hormis les fuites qui ont eu lieu dans la presse. Mais donc il n'y avait pas eu accès avant cette garde à vue. Oui, il faut savoir, en matière de procédure d'instruction, que le juge d'instruction n'est pas obligé de communiquer ce qu'on appelle les actes en cours. Par exemple, les écoutes téléphoniques, les résultats de certaines expertises, etc. Donc il y a un temps où ces actes, évidemment très importants pour l'enquête, sont gardés secrets dans le secret de l'instruction. Ils ne sont même pas communiqués à ce moment-là à la partie civile. Ce qu'il faut noter, et je suis entièrement d'accord avec ce que vous dites, en termes de déclaration, de communication, si vous voulez, c'est tout à fait surprenant d'entendre des avocats depuis ce matin prendre des positions qui étaient un peu à l'encontre de leurs clients. On sentait bien que ça allait basculer. Et là, ce soir, je crois que les avocats, sont certainement dans leur rôle de défense, mais encore une fois, il faut attendre le chef de mise en examen qui probablement sera au minimum homicide volontaire et peut-être assassinat, c'est-à-dire meurtre avec préméditation. Est-ce qu'on peut penser que tout s'est accéléré vraiment lors de l'audition des dernières heures? Sandra Buisson, vous nous avez rappelé les éléments, 4 éléments vraiment troublants qui interrogent depuis ce matin. Est-ce qu'il a pu être confondu ou en tous les cas confronté de manière assez dure à ces éléments-là, sans réponse? Et dans ce cas-là, les aveux ont été suscités. On n'imagine pas qu'ils aient été préparés quand on voit la réaction des avocats qui semblent également un petit peu suivre le déroulement de cela et ce que dit leur clients. Oui, les avocats ont semblé parfois un peu désemparés, un peu surpris d'être confrontés à ces éléments matériels, des constatations matérielles, des éléments concrets, à charge, tout ça, c'est des éléments qu'ont prononcé, ce sont des mots qu'ont prononcé les avocats de Jonathan Daval tout au long de cette journée. Ils ont aussi lancé une phrase qui moi, m'a interpellée aujourd'hui. C'est quand Randall Schwerdorfer sort, après avoir vu son client ce matin avant la reprise des auditions, et il dit, vous savez, le propre des gardes à vue, c'est qu'il y a une évolution des dépositions. Est-ce que déjà, il n'était pas en train de travailler son client pour lui dire, votre position n'est plus tenable, il va falloir faire quelque chose. Donc c'est possible qu'il y ait eu ça. C'est possible aussi que Jonathan Daval, vu la personnalité qui est décrite jusque-là par les témoignages, n'ait pas tenu face aux différents éléments qui lui étaient opposés. Vous avez raison, mais Sandra Buisson, il y a la stratégie des avocats, et ils sont évidemment libres de la choisir, et puis il y a la crédibilité. Georges Fenech, au vu des éléments qui sont apportés, nous ne sommes pas enquêteurs, mais ce sont des éléments qui frappent tout simplement au coin du bon sens, tout simplement. C'est-à-dire qu'il y a encore aujourd'hui, malgré les aveux, des éléments qui sont totalement aberrants. Peut-être que la procureure ce soir, à partir de 20h, donnera des pistes ou des éléments, mais à l'heure actuelle, nous sommes vraiment au milieu de l'enquête. Ce n'est pas un aboutissement. Nous sommes même au début de l'enquête. On peut dire au début de l'enquête, les aveux, c'est déjà évidemment un élément très important. Maintenant, l'enquête, l'instruction va véritablement commencer avec le mise en examen, c'est-à-dire que le juge d'instruction va évidemment l'entendre complètement sur les faits, peut-être lui donner un délai pour pouvoir s'exprimer de quelques jours, mais il va procéder à son interrogatoire. Ensuite, j'imagine que le juge d'instruction va évidemment procéder à une reconstitution des faits. Ça va être très important parce qu'il y a encore des zones d'ombre très importantes. Comment ce corps s'est retrouvé là? Comment a-t-il été emmailloté? Comment a-t-il été brûlé? Et tout cela va devoir être établi au cours de reconstitution et avec des questions comme celle-ci, accident et strangulation sont-ils compatibles? C'est contradictoire. Il ne peut pas y avoir une strangulation par accident. Je pense que ce que l'avocat a voulu dire, c'est qu'il n'avait pas l'intention de la tuer, mais dans un geste de crise passionnelle, il l'a étranglée. Ce sont des coups volontaires. Oui, justement, Sandra Buisson, est-ce que l'avocat est en train, là, de dessiner ce qu'il voudrait peut-être que la presse reprenne, c'est-à-dire le profil d'un individu faible, psychologiquement pas très fort, qui a eu peur des gendarmes, qui s'est retrouvé coincé, qui n'a pas su quoi faire? C'est ça ce que l'avocat est en train de dessiner en pointillé ce soir?
Oui, et puis peut-être de lui trouver, de trouver des éléments qui atténuent d'une certaine manière ce qui s'est passé et sa responsabilité dans ce qui s'est passé. Quand il dit que il estime d'abord qu'il n'a pas provoqué le feu qui a brûlé une grande partie du corps d'Alexia, qu'il a pris soin de l'installer d'une manière très respectueuse, c'est-à-dire qu'elle était enveloppée, dit-il, comme bordée, donc ça il fait référence au drap, qu'il n'a pas dissimulé d'éléments. Alors bon, il a quand même nié un certain temps, mais il estime qu'il n'a pas dissimulé d'éléments parce qu'il a fourni son téléphone, il a fourni son emploi du temps, etc. Il a parlé des griffures. Donc effectivement, est-ce que c'est le bon moment? Après, c'est une autre question. Est-ce que c'est le bon moment de le faire? Mais effectivement, c'est vraisemblablement des choses qu'il essaiera d'utiliser plus tard s'il y a un procès. En termes de communication, alors c'est difficile d'analyser un petit peu à chaud comme ça, mais en crise, on dit toujours qu'il faut raconter toujours sa propre histoire, soi-même évidemment, et pas laisser les autres le faire. Et donc ça donne cette impression-là de course à avancer les faits petit à petit, peut-être préparer leurs clients par effet de boomerang en jouant l'opinion, et voilà, présenter sa propre histoire. Et évidemment c'est de la communication, c'est-à-dire que c'est un point de vue, il y en aura bien évidemment d'autres. Il y a la procureure qui va... Voilà, ce sera à 21h d'ailleurs, je précise. Ça sera à 21h. Vaste rôle parce qu'il va falloir qu'elle recadre aussi un peu tout ça, entre les médias, la justice et la communication faite autour de tout ça. Ça va être une course pour les procès-verbaux et l'intégralité des procès-verbaux qui va s'effectuer. Donc il va falloir mettre un peu d'ordre dans toute cette communication. Bien sûr. Est-ce que vous le connaissiez, cet avocat, tout simplement? Non, je l'ai découvert et j'ai été très surpris par le fait que déjà, il s'exprime pendant la garde à vue. Ça, c'est quelque chose que les avocats... quasiment inédit. C'est quasiment inédit. Et en plus, qui s'exprime un peu à charge, il faut bien reconnaître. Ce qui va peser très lourd, plus tard, on peut l'imaginer dans le procès, l'instruction, c'est le fait qu'il ait dissimulé et qu'il ait nié pendant tout ce temps, en essayant donc de se disculper de la mort de sa femme. Ça, dans un dossier devant un jury d'assises, ça pèse très lourd. Alors, il y aura un rôle aussi très important, ça va être celui des experts psychiatres. Quelle est la personnalité de Jonathan Arnal? Comment a-t-il pu commettre ce crime? Comment a-t-il pu le nier? Comment en est-il arrivé là? Et toutes les relations, évidemment, du couple vont être décortiquées, rappelées. Vous savez, d'un dossier criminel, il y a une cote curriculum vitae qui est très importante. On retrace depuis le début sa scolarité, son parcours professionnel. Il y aura des tas d'examens psychiatriques, médico-psychologiques. C'est une affaire criminelle grave. Donc on prendra le temps. C'est une affaire qui va certainement durer au moins 18 mois, 2 ans peut-être d'instruction, et peut-être 3 ans avant d'avoir un procès. Et pour conclure, son avocat dit aussi qu'il a été dépassé par ce qui s'est passé entre eux ce soir-là, entre lui et sa femme. Il dit aussi qu'il y avait une très forte tension dans le couple et il parle d'une personnalité écrasante de sa femme. Est-ce que c'est déjà pas un petit... un élément qui va, en tous les cas, être utilisé. Personnalité écrasante, c'est pas le moins qu'on puisse dire. Évidemment, nous avons souligné les mots qui ont choqué. Pourquoi l'a-t-il tué? Évidemment. Est-ce que c'est un crime passionnel? Est-ce qu'il y avait une relation adultère? Je n'en sais rien. Donc tout cela, il va falloir que ça sorte, la vérité. Pourquoi l'a-t-il tué? Pour l'instant, nous ne le savons pas. On savait que le couple allait mal, qu'il y avait des disputes, mais de là à étrangler sa femme... Donc des aveux et beaucoup de questions et des mots, c'est important de le souligner, qui ont également choqué. Merci pour vos analyses respectives. Restez avec nous sur CNews. Dans quelques instants, Laurence Ferrari reviendra évidemment sur cet incroyable rebondissement dans l'affaire Alexia Daval avec les aveux du mari. Et justement à ce sujet, on va écouter la prise de parole de son avocat, c'était tout à l'heure. Avec mon associé Metz Patafora, nous avons assisté Jonathan lors de sa dernière audition. Jonathan a tenu à s'exprimer, à dire ce qu'il s'était réellement passé. Nous ne défendrons pas un meurtrier, nous ne défendrons pas un assassin. Nous défendrons un jeune garçon qui, dans une crise de couple, a effectivement, de façon accidentelle, occasionné la mort de son épouse. Il est dévasté, il est conscient des conséquences dramatiques pour sa famille, pour la famille d'Alexia, pour qu'il ait une affection sans limite. Il a eu des mots pour Alexia, des mots d'amour, et nous nous retrouvons face à un drame terrible. Voilà. Que s'est-il passé? Les circonstances de ses aveux, c'est que ça, nous pensons que de toute façon il était au bout, qu'il fallait que ça sorte, qu'il fallait qu'il dise les choses, qui ne pouvait pas les garder pour lui. C'est un garçon qui a pensé au suicide, c'est un garçon qui a pensé à plein de choses, c'est un garçon qui ne savait plus comment faire,
Entre l'homme et l'image, il est toujours difficile d'être à la hauteur d'une image. Voilà. Il a essayé de l'être, d'être ce gendre parfait. Il n'a pas réussi. Voilà. Pourquoi une telle mise en scène? Il n'y a pas de mise en scène, monsieur. Il y a juste un garçon qui perd pied, un accident. Oui, il l'a étranglé dans un moment, dans ce qu'on peut appeler des violences volontaires, ayant entraîné la mort sans intention de la donner. C'est comme ça que le droit appelle ça. Et qu'après, il a été dépassé partout. Entre l'envie d'appeler les gendarmes, la peur de les appeler, la peur de voir toute sa vie détruite, il n'a rien géré. Si on a autant d'indices, si on a autant de preuves, y compris 3 mois après les faits, c'est qu'on n'a rien caché. C'est qu'on n'était pas dans une logique criminelle. Voilà. Un criminel, il dissimule, il n'a rien dissimulé. Je dis aussi une chose, c'est que Jonathan Daval le dit fermement, il n'a jamais essayé de mettre le feu au corps d'Alexia. Nous n'avons pas d'explication sur ce point. Il appartiendra au juge d'instruction saisi de définir dans quelles conditions cela s'est produit. J'ai vu le corps d'Alexia. J'ai vu comment elle était protégée, comment elle était recouverte. Elle avait été installée avec soin, j'ose le dire, presque comme si on l'avait couchée, presque comme si on l'avait bordée. Voilà ce que j'ai vu dans le cadre des images de découverte du corps. Alors maintenant, on peut épiloguer sur tout ce qu'on veut. Jonathan aura un procès. Tout sera débattu, mais je le dis haut et fort avec mon associé, nous ne défendrons ni un meurtrier, ni un assassin. Voilà. Comment explique-t-il son geste? Il l'explique parce qu'ils avaient une relation de couple avec de très fortes tensions, qu'Alexia avait une personnalité écrasante, qu'il se sentait complètement écrasé, rabaissé, et qu'à un moment, il y a eu des mots de trop, une crise de trop, qu'il n'a pas su gérer, et ça a débordé. Voilà. C'est lui qui a transporté le corps? Jonathan n'a parlé que de lui, il n'a impliqué personne d'autre dans les faits qui se sont passés. Donc il sera mis en examen? Jonathan sera évidemment mis en examen ce soir sur une qualification juridique que je ne connais pas encore, mais nous combattrons fermement toute qualification juridique d'assassinat ou de meurtre. Vous avez eu la famille d'Alexia au téléphone ou... J'ai eu un contact pour être transparent. La mère d'Alexia m'a envoyé un SMS. Je ne lui ai pas répondu. J'ai pris contact avec Maître Florent qui est saisi dans ce dossier pour que par délicatesse, Maître Florent puisse préparer la famille d'Alexia à l'annonce que nous allions faire. J'ai fait la même chose avec l'avocate des parents d'Alexia, de Jonathan Daval, parce que nous avons conscience qu'au-delà du problème judiciaire, il y a un drame humain terrible, avec des conséquences sur ces 2 familles, qui est dramatique. Voilà. Quel est le récit qu'il a fait des faits? Je ne donnerai pas le récit des faits, puisqu'il est couvert par le secret de l'instruction. Je vous ai donné la position de Jonathan Daval, qui est la position que nous aurons jusqu'au bout et jusqu'à son procès. Et ce silence, comment il a pu tenir si longtemps? Je pense que tout le monde a vu que, dès le départ, a compris que Jonathan cachait un secret beaucoup plus lourd que la simple souffrance de la disparition de son épouse. Tout le monde a vu qu'il y avait de la souffrance, mais il y avait aussi du remords. Ça se voyait au moment de l'enterrement. Vous avez des yeux, j'en ai. J'ai regardé ces images, j'ai regardé ces photos. Ce visage torturé de ce garçon complètement dévasté, au-delà de la souffrance du deuil, on l'a tous vu. Voilà. On n'est pas dans le jeu, on n'est pas dans la tricherie. Il a fait ce qu'il a pu pour tenir debout. Il a fait ce qu'il a pu aussi pour ne pas dire cette vérité qui est terrible, qui va accabler la famille d'Alexia, qui va accabler sa famille. Les conséquences sont dramatiques. Et je pense qu'il essayait aussi, dans un souci de protéger ses proches de ce qu'il avait fait. Il va être jugé pour 3-4 secondes de sa vie, ce garçon. C'est pas un mauvais homme. C'est un type formidable. Il a une grande sensibilité, il est d'une grande fragilité, il est d'une grande émotivité. Quelques secondes dans sa vie, effectivement, il a eu un accès de violence. Et cet accès de violence a eu une fin dramatique. Voilà. À la fois, il a réussi à s'exposer publiquement pendant 3 mois, notamment devant nos caméras, et donc à mentir. Je n'ai pas le souvenir, madame, que Jonathan Daval ait parlé beaucoup. Je n'ai pas ce souvenir-là. J'ai le souvenir d'un garçon qui ne voulait pas s'exprimer. J'ai le souvenir que beaucoup de journalistes m'ont contacté pour qu'il s'exprime, qu'il a toujours refusé. J'ai le souvenir d'un garçon qui reculait devant la chaise où il y avait un micro. J'ai le souvenir d'un garçon qui effectivement essayait de maintenir une image. Voilà, pas forcément de quelqu'un qui était en train de mentir.